Je sais, j'ai pas le physique. Je sais aussi que j'ai pas le style. Et je sais encore plus, et je vous rassure tout de suite, que j'ai pas non plus le background universitaire. Et figurez-vous, c'est aussi la question que je me suis posée ce matin. Un philosophe, ça ressemble à quoi? Comment je dois m'habiller? Comment je dois m'habiller pour venir ici, pour vous parler? Quelles expressions je dois avoir? Quelle façon de parler je dois utiliser avec vous? Je ne sais pas vraiment. Et c'est tout l'enjeu de cette conférence d'aujourd'hui, non pas parler de ce qu'est un philosophe, mais de parler qu'on a des idées sur le monde, et que parfois le monde ne correspond pas toujours à ce qu'on s'imaginait. Et donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de changer le monde de demain, est-ce accepter le monde d'aujourd'hui? Je vous rassure tout de suite, la philosophie, c'est quelque chose de pratique que vous pouvez utiliser dans votre vie, et je vais vous le montrer, et je vous invite vraiment à écouter cette conférence attentivement. Ce matin, en prenant la route, j'ai décidé de mettre ma fille dans la voiture, de prendre ma femme, et d'aller, à cette conférence, parce qu'on m'avait invité, et de venir discuter avec vous. Et sur la route, on m'a coupé la route. Bon, jusqu'ici, rien de bien incroyable, on a plutôt l'habitude de vivre ce genre de situation, sauf que là, je lui fais quand même signe, je suis un grand diplomate. Je lui fais signe, je klaxonne un petit coup, je lui fais comprendre que c'est pas forcément la meilleure des solutions à faire que de ne pas respecter une priorité à droite, là n'est pas la question, et la personne s'arrête. Et là, je me dis, ok, peut-être qu'il va se passer quelque chose d'incroyable que j'ai pas l'habitude de voir. En l'occurrence, ça a été le cas. Il a ouvert la fenêtre, il a sorti son bras, il m'a fait le plus beau dos d'honneur qui puisse exister, je crois. C'était vraiment magnifique, on aurait dit un emblème, carrément. Et à ce moment-là, je me suis fait une réflexion. Et c'est cette réflexion qui est intéressante. Je me suis dit, quel idiot celui-là, si seulement les gens pouvaient être un petit peu plus aimables. Alors oui, comme ça, c'est des choses qu'on a peut-être l'habitude de se dire lorsqu'on conduit, surtout à Bordeaux. Mais là, en l'occurrence, ce qui était intéressant, c'est que cette question, cette affirmation que je m'étais faite, était en réalité le grand thème de cette conférence. Idiot, dans son étymologie grecque, signifie idios, unique, particulier. On connaît tous un idiot un peu particulier. Pour ne pas dire que certains idiots sont uniques en leur genre. Voilà. Par contre, ce qui m'interpellait réellement, c'est que je n'acceptais pas la situation. Je n'acceptais pas le fait qu'il se soit arrêté, il m'ait fait un dos d'honneur, et puis que ça soit un peu mal passé, en quelque sorte. Et donc, vu que je ne l'acceptais pas, je voulais qu'il soit autre chose que ce qu'il est. Et ça a été le grand problème, et la grande question que je me suis posée, c'est du coup, si je veux changer le monde de demain, en tout cas que le monde de demain soit différent, encore faut-il que je sois capable d'accepter celui d'aujourd'hui. Donc ensemble, on va partir dans un voyage philosophique. Et on va pousser cette réflexion à son maximum. Parce qu'il y a un paradoxe ici bien présent, et le paradoxe, c'est le suivant. Si je veux changer le monde, c'est non seulement parce que je ne l'accepte pas, que j'ai pas envie qu'il reste ce qu'il est, mais par contre, si je l'accepte, j'ai plus besoin de le changer. Et donc on va partir dans un voyage philosophique ensemble. J'ai pris quelques amis à moi, philosophes, amis, on va dire plutôt grands frères philosophes, qui vont justement nous aider dans cette réflexion-là. Donc la première question, c'est qu'est-ce qui nous pousse à désirer changer le monde? Si on veut le changer, il y a bien quelque chose qui nous pousse à vouloir le changer. Alors je me suis rapproché de l'étymologie du mot désirer. Désir, dans son étymologie latine, signifie desiderare. Alors, pas de panique, desiderare c'est le dé qui est un préfixe de privation, et siderare qui devient sidus, qui est astre, étoile. Pour vous faire très simple, c'est sentir l'absence d'une étoile. Le désir, c'est lorsqu'on ressent l'absence d'une étoile. Et qu'est-ce qui se passe lorsque je ressens l'absence d'une étoile? D'ailleurs, c'est drôle de dire qu'on ressent l'absence. Parce que si on ressent l'absence, c'est que cette absence, elle est présente. Donc on peut plutôt dire qu'on ressent une présence qu'on peut identifier comme étant absente. Bref, là n'est pas la question. Qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on ressent l'absence de quelque chose? Une situation, un sentiment qui est très désagréable, que tout le monde a déjà vécu dans sa vie, peut-être certaines personnes le vivent encore ici dans cette salle, c'est ce qu'on appelle le manque. Le manque, c'est très désagréable. Et figurez-vous que le manque, il y a un philosophe qui en parle très très bien, et ce sera mon premier grand frère, c'est Schopenhauer, qui nous dit que la vie oscille, comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Ça donne envie. Qu'est-ce qu'il nous dit Schopenhauer ici? Il nous dit que lorsque je désire quelque chose qui me manque. C'est parce que je ne l'ai pas que je suis amené à le désirer. Et lorsque je le désire, parce que je n'ai pas cette chose-là, je suis dans un état qu'on appelle la souffrance. Je souffre parce que je n'ai pas la chose ou l'objet de mes désirs. Et lorsque je l'ai, cette chose-là, et bien figurez-vous que je ne suis pas heureux, je ne suis pas en extase, je ne suis pas dans un état de bonheur. Non, je suis dans un état qu'on appelle l'ennui. Voilà.
Encore une fois, ça ne donne pas vraiment envie. Pour vous donner un exemple très simple, imaginons que vous vous baladez dans la rue, à Bordeaux ou autre, et que vous voyez un homme ou une femme magnifique. Vous l'adorez, vous la trouvez, waouh, incroyable. Alors vous avez peut-être envie de passer un peu plus de temps avec elle. Alors vous avez peut-être envie aussi de vous rapprocher, d'en savoir plus, passer un moment au restaurant, l'inviter en date, peu importe ce qui se passe. Et à ce moment-là, vous êtes dans un état de désir. Vous désirez cette personne-là parce que cette personne-là vous manque, parce qu'elle n'est pas avec vous, donc vous en souffrez. Et maintenant, ça fait 5 ans que vous êtes avec elle, vous avez des enfants, vous avez changé les couches pendant de nombreuses années, ben, vous êtes dans une deuxième phase. C'est la phase de l'ennui. Ben, vous allez peut-être vous ennuyer avec cette personne-là. Et ce qui est intéressant, ce que dit Schopenhauer, c'est que ben, lorsque je m'ennuie, qu'est-ce que je suis amené à faire? À désirer quelque chose d'autre. Et donc là, on retrouve une autre problématique que je ne vais pas aborder aujourd'hui, mais lorsque je m'ennuie par rapport à ma relation de couple, ben, du coup, je vais désirer autre chose. Quel rapport avec notre monde? Ben, c'est que peut-être qu'à certains moments, notre monde, il nous manque quelque chose, donc on en souffre. Je souffre parce qu'il manque quelque chose à ce monde, et que lorsque je me mets en mouvement pour avoir cette chose-là, lorsque je l'ai, et que j'ai changé le monde, ben, je me rends compte que c'était pas dingue, que je ne sais pas si j'avais bien fait de le faire. C'est un peu pessimiste pour moi, j'ai voulu me rapprocher d'un deuxième philosophe qui est Spinoza. Spinoza nous dit quelque chose de super intéressant. Il nous dit que le désir, c'est notre puissance vitale. C'est ce qui nous met en mouvement vers le monde. Le désir, c'est notre moteur. Mais attention, le désir, et notamment de changer le monde, n'est pas une volonté de désir. Un exemple très simple, une plante qui pousse n'a pas la volonté de vouloir pousser. Elle pousse. Et bien, chez Spinoza, ce mouvement de la poussée de la plante, c'est le désir. C'est quelque chose qui est bien profond, qui émane de nous et qui nous amène à grandir, à évoluer à travers le temps. Alors, ce désir de vouloir changer le monde, de nous pousser, de nous mettre en mouvement, il va nous créer 2 types d'affects. Le premier affect, ça va être les affects actifs, c'est je vais ressentir de la joie. Je vais être en joie parce que je vais comprendre ce que le monde vient de me donner, et de ce qu'il vient de me donner, je l'aurai tellement bien compris de manière adéquate que je vais pouvoir moi me mettre en mouvement pour pouvoir le changer. Je vais ressentir de la joie, je vais être heureux. L'inverse, c'est le passif. C'est lorsque le monde, non seulement je ne le comprends pas de manière adéquate, mais en plus ça, je le subis, ce monde. Et lorsque je le subis, je suis dans un deuxième état qui me fait baisser ma puissance vitale, pour Spinoza, qu'il appelle l'affect. Je suis affecté de tristesse. Donc là, je vais vous donner un exemple. C'est pas une slide que j'ai mis comme ça au hasard, je vous rassure. Il y a un vrai exemple derrière celui-là. Je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé ce genre de situation. Moi, ça m'arrive très souvent. C'est-à-dire que je n'arrive jamais à trouver la bonne paire de chaussettes. J'ai toujours un problème avec mes chaussettes. Je n'arrive jamais à trouver une paire qui va ensemble. Voilà. Et donc, là, en l'occurrence, si vous êtes des personnes qui sont comme moi atteintes de ce problème, ben vous avez 2 possibilités. La première possibilité, c'est de comprendre pourquoi est-ce que vous n'arrivez jamais à trouver les 2 mêmes paires de chaussettes. Et du coup, à ce moment-là, lorsque vous l'avez compris, vous mettre en mouvement pour pouvoir peut-être faire en sorte de ne pas tomber cette problématique, et donc vous ressentez de la joie, vous êtes heureux. J'ai eu un désir qui m'a amené à changer quelque chose et qui m'a donné de la joie. À l'inverse, lorsque je ne veux pas comprendre, que je m'en fiche et que tous les matins je me retrouve confronté à ce problème et qu'au final, c'est pas très grave, personne ne les voit mes chaussettes, je suis dans un affect de tristesse. Évidemment, on extrapole. Quel rapport avec le monde? Le rapport avec le monde, c'est qu'à certains moments, le désir qu'on va avoir de vouloir changer le monde va nous amener à plus de tristesse que de joie, pour la simple et bonne raison que la plupart du temps, je suis amené à le subir et j'attends que le monde change de lui-même. Mais pour me rendre compte que ces 2 paires de chaussettes-là ne sont pas identiques, encore faut-il que je me rende compte que j'ai besoin de chaussettes. Donc de revenir au monde en quelque sorte. Et la vraie question, c'est ça la grande difficulté. C'est comment être capable de revenir au monde. Et vous allez voir que c'est pas si facile que ça de réussir à voir le monde tel qu'il est. Parce que si je veux changer quelque chose, et que je ne suis pas en capacité de voir cette chose-là, je vais changer quelque chose qui n'a jamais été. Donc, je ne vais rien changer du tout. Du vent pour du vent. Comment revenir au monde et réussir à le voir? La première question, et promis, je vais mettre moins de 4 heures pour vous l'expliquer, qu'est-ce que le monde? Le monde, en réalité, je ne peux pas en dire grand-chose. Une singularité, quelque chose d'unique, je ne peux pas la définir concrètement. Et là, je vais m'aider d'un autre philosophe, qui est Clément Rosset, qui nous fait une théologie négative du camembert. Qu'est-ce qu'il nous dit, Clément Rosset? Il nous dit qu'on va prendre une tranche de camembert, on va la goûter, elle est agréable, elle est bonne, ok, c'est du camembert, je le sais, parce qu'il ressemble à celui que j'ai mangé hier et celui que j'ai mangé avant-hier. Par contre, qu'est-ce que je peux en dire d'autre? Pas grand-chose. Ce que je peux en dire, c'est ce qu'il n'est pas. Il n'est pas du comté,
il n'est pas du lardameur, il n'est pas du reblochon. Je peux définir une chose face à ce qu'elle n'est pas. Et donc, en l'occurrence, là, je peux peut-être réussir à l'identifier concrètement. Et c'est là la grande difficulté avec le monde, c'est que généralement, j'identifie le monde à ce qu'il n'est pas. Et ce qu'il n'est pas, c'est quoi? Ben, souvent, les attentes que j'en ai. Et vous allez voir que les attentes que vous avez, ben, souvent, elles sont vraiment très biaisées. Et que vous allez avoir des attentes sur des choses, et vous allez vous éloigner de ces choses-là. Et je vous montrerai 3 grands aspects que vous avez de fuir le monde involontairement, et que c'est pas si facile de ça, de se confronter à ce qu'il est concrètement parlant. Première chose, c'est penser voir quelque chose qui n'est pas. Et oui, penser voir quelque chose qui n'est pas, on se dit mais comment c'est possible? Pourtant ça l'est. Et l'étude qui a été faite par Hug et Alba sur la couleur et le goût, ils ont donné à une suite de personnes un jus d'orange dans un verre qui avait une couleur rouge, qui ressemblait du coup à de la fraise, à de la cerise ou à de la grenadine. Ces personnes-là n'étaient pas au courant que c'était du jus d'orange, ils ont goûté ce qu'il y avait à l'intérieur, et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont, pour la plupart, affirmé que c'était de la grenadine, de la fraise, tout sauf de l'orange. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu une attente sur la couleur qu'ils ont vue dans ce verre, et c'est la perception et l'attente de cette perception qui a créé en eux un biais de confirmation, tout simplement, vu que ce que je bois, ça ressemble à de la fraise, je vais dire que c'est de la fraise. C'est forcément de la fraise, ça ne va pas être autre chose. Alors qu'en l'occurrence, c'était de l'orange. Donc on voit bien que ce qu'on nous a présenté, les attentes qu'on va avoir sur ce qu'on nous a présenté, créent des dissonances, des discordances qui font que c'est pas si facile de ça, de voir ce qui est. Et là vous allez me dire, oui d'accord, mais bon, là en l'occurrence on essaie de les piéger. Et moi je vais essayer de vous piéger aussi. On va le faire tous ensemble, on va faire un petit exercice. Je sais qu'il y a peut-être de grands chanteurs dans la salle, on va peut-être le voir. Je veux que vous citiez les uns après les autres uniquement les couleurs, pas les écrits, uniquement les couleurs que vous voyez. On commence par le jaune. Je vous laisse le faire avec moi. Jaune, bleu, bleu, noir, rouge, vert. Super. On continue sur les couleurs. Violet, bleu, vert, noir, rouge. Ok. C'est pas facile, hein? Je vois qu'il y en a qui ont suivi, d'autres un peu moins. On voit que, en réalité, les attentes qu'on a sur les choses, à un certain moment donné, ça influe ce qu'est réellement la chose. Pourquoi, lorsque le jaune est écrit en noir, on sait que c'est du noir, mais vu que c'est écrit jaune, il se passe un effet qui fait que c'est pas si évident que ça de dire que c'est noir. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point, c'est de croire que quelque chose qui est ne devrait pas être. Et j'irai même encore plus loin, que quelque chose qui est, qui ne devrait pas être, et au final quelque chose qui n'a jamais été. Voilà. Et là c'est très drôle, parce que souvent ici, il y a certaines personnes qui écoutent des podcasts, qui écoutent la radio, qui écoutent des émissions, qui n'ont jamais vu le présentateur. Alors vous avez écouté ce podcast, vous l'aimez, vous l'adorez, vous écoutez cette radio tous les matins. Et puis, un jour, vous êtes confronté à la personne qui présente ce podcast, qui présente cette interview. Et là, quelle réaction vous allez avoir? Ah, mais il ne ressemblait pas vraiment à ce que je m'étais imaginé. Et qu'est-ce que vous étiez imaginé? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je m'étais imaginé. Et l'acte même de vous poser la question va vous faire réfléchir, analyser sur ce qu'est cette chose-là. Alors oui, cette chose-là, c'est peut-être que je le voyais un peu grand, peut-être que je le voyais avec une barre, peut-être que je le voyais avec des tatouages, peu importe. En l'occurrence, il ne ressemble pas à ce que je m'étais imaginé. Mais sur l'acte même de l'imagination de base, vous n'avez imaginé rien du tout. Rien du tout. Donc c'est l'illusion d'une pensée qui devrait être plus présente que la chose qui elle-même est présente. Et souvent, on a tendance, quand on est confronté au monde, de ce fait qu'on ne désire pas qu'il soit ce qu'il est, dire qu'il devrait être autre chose. Et alors là, le dernier point, vous allez voir, pour moi, c'est le meilleur, c'est la crème de la crème. C'est fuir ce qui pourrait arriver et le créer en le fuyant. Et pour ça, je vais vous donner un exemple qui est parfait. C'est une légende arabe, mais que là, on va réadapter à Bordeaux, qui est celle du calife et de son vizir. Alors, on a un calife à Bordeaux avec son vizir, et le vizir, il va se balader dans la ville, il va faire les boutiques à rue Sainte-Catherine, et il tombe dans la rue Sainte-Catherine, face à face avec la mort. Pas commun, je vous l'accorde, mais en l'occurrence, il est tombé face à face. Il a pris peur, la mort a pris peur, s'est retourné, et là, ça s'est pas super bien passé, il est parti en courant. Il est vite allé voir son calife, et il lui dit, écoute, j'ai été dans la rue, j'ai vu la mort, je reste pas à Bordeaux, je mourrai à La Rochelle. D'accord, soit.
entre autres ainsi. Et ce qui est intéressant, c'est que le calife, lui, il va aller savoir, il va essayer de comprendre pourquoi. Il va donc lui aussi aller dans la rue, lui aussi poser la question à la mort, mais pourquoi est-ce que tu as fait peur à mon vizir? Et la mort lui a dit, écoute, j'étais étonné de le voir ici, parce que je vais le voir ce soir à La Rochelle. Donc on voit que, à certains moments, l'acte même de vouloir faire une chose sous prétexte qu'on ne l'accepte pas, l'a créé d'autant plus. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous dire, je ne vais pas aller à cet endroit, parce qu'il y a une personne que je ne veux pas voir, et parce que vous n'avez pas été à cet endroit, vous avez vu la personne que vous ne voulez pas voir. C'est quelque chose qui arrive de temps en temps. Donc on voit que percevoir le monde tel qu'il est, c'est pas si facile que ça. Parce qu'on veut changer quelque chose, c'est bien. On a de l'ambition, c'est encore mieux. Mais la pire des choses qui pourrait arriver à un ambitieux, vous savez ce que c'est? C'est de réaliser toutes ses ambitions. Qu'est-ce qu'il a désiré après? Pas grand-chose. La grande difficulté, elle est ici. Comment je peux réussir à désirer ce qui est, tout en voulant l'améliorer, et en plus de ça, réussir à le voir. Rien n'est plus dur que de voir ce qu'on a sous les yeux. Et croyez-moi, comme le dit très bien Clément Rosset, les gens normaux sont les plus difficiles à guérir. Et peut-être qu'on est confronté des fois à ne pas réussir à voir ce que nous avons sous les yeux. Et donc, après être revenu au monde, tel qu'il est, comment je fais pour le changer? Je suis revenu au monde. C'est pas si évident. On a bien vu qu'il a fallu déjouer les plans du réel. On a bien vu qu'il a fallu comprendre notre fonctionnement, notre manière de percevoir le monde, notre manière de nous mettre en mouvement dans le monde. On a d'abord vu le désir. Pourquoi est-ce qu'on est poussé à désirer changer le monde? On a compris que le désir, ça pouvait être et le manque, et avant tout, notre moteur de pouvoir le modifier. Ça, c'est une bonne chose. La deuxième chose, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il fallait que je le voie, ce monde. Et ça, c'est pas facile à percevoir, à voir le monde tel qu'il est, à me connecter entièrement à lui. Et d'autant plus, à quelques moments, peut-être vouloir désirer qu'il soit ce qu'il est. Et ça, c'est très compliqué. Et donc, comment je peux changer ça? Et bien, pour changer le monde, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut d'abord l'aimer, ce monde. Alors, vous allez me dire, mais comment je peux aimer quelque chose que j'ai envie de changer? Ben, c'est pas si compliqué. Camus le dit très bien. Camus nous dit que l'amour, c'est la démesure. Et que la révolte, c'est la mesure. Ce que vous n'aimez pas, vous n'allez pas vous révolter pour le changer. C'est parce que vous aimez profondément quelque chose que vous allez vous révolter pour changer cette chose-là. Nelson Mandela, Rosa Parks et bien d'autres, Marie Curie, qui ont changé le monde, l'ont d'abord perçu tel qu'il était. Et croyez-moi, pour passer 27 ans de sa vie en prison, il faut aimer profondément le monde pour se battre, pour vouloir le changer. Alors si demain vous avez envie de changer le monde, commencez déjà par le voir, commencez déjà par l'aimer, et commencez déjà à vous révolter dans la mesure de l'amour qui dépend aussi de vous. Et ça, c'est quelque chose d'important, d'extrêmement important. Sauf qu'il y a un grand problème, et une dernière problématique. Et je conclurai là-dessus. C'est qu'il se passe quelque chose d'incroyable lorsque je finis par aimer le monde, à faire tout ce chemin, de A à Z, de la première étape à la dernière étape. Il se passe quelque chose d'incroyable. Et cette chose, c'est que ce n'est pas vous qui avez changé le monde pour en faire un monde meilleur, mais bien le monde qui vous a changé pour faire de vous un être meilleur.